Dans le problème à trois corps, récemment adapté par Netflix, il y a cette scène étrange. Malgré des siècles d'avance technologique, cette civilisation extraterrestre est incapable de comprendre l'histoire du petit chaperon rouge. Le loup fait semblant d'être la grand-mère du petit chaperon rouge. Nous ne comprenons pas. Ils ne comprennent pas comment le grand méchant loup peut parler au petit chaperon rouge sans lui avouer qu'il veut la manger. Autrement dit, ils ne comprennent pas que le loup a la capacité de mentir. Pour les viles créatures que nous sommes, ça peut paraître complètement stupide, puisque nous expérimentons le mensonge depuis l'âge de 2 ans. Est-ce que t'es un amoureux? Non, T'es un amoureux? oui, il s'appelle Fernando. Il faut savoir que jusqu'à présent, nous sommes la seule forme de vie capable d'un tel exploit, capable de mentir. Alors bien sûr, dans la nature, la tromperie est monnaie courante. Et quelque part, c'est une forme de mensonge. Mais la tromperie animale est instinctive et automatique. Alors que le mensonge humain implique une compréhension et une manipulation consciente de la réalité. S'il veut atteindre son but et la manger, pourquoi a-t-il communiqué avec elle? Une fois qu'il a communiqué avec elle, et qu'elle a découvert ses intentions, pourquoi ne s'est-elle pas enfuie? Parce qu'en réalité, elle n'a pas découvert les intentions du loup. Il les dissimule à la petite. Vous ne dissimulez jamais vos intentions? Nous ne comprenons pas. On croit souvent que ce qui nous distingue des animaux, c'est notre langage, notre capacité à parler de choses précises. Mais c'est complètement faux. Ce qui nous distingue, c'est notre capacité à mentir. Les abeilles, avec leur fameuse danse des abeilles, communiquent de manière extrêmement précise la localisation des sources de nourriture. Plus proche de nous, les singes utilisent différents cris pour alerter de la présence de différents prédateurs. Tel cri peut indiquer l'approche d'un aigle, tel autre cri avertit de la présence d'un serpent. Par contre, une abeille n'a pas de danse pour dire « Si Dieu le veut, nous aurons de belles fleurs à butiner la saison prochaine ». Un singe ne peut pas dire « On fait quel cri si un serpent avec des ailes d'aigle se pointe à la nage ?» Pour comprendre et communiquer des concepts abstraits tels que Dieu, le futur ou un serpent-aigle qui nage, ça exige une capacité cognitive que jusqu'à présent, seuls les humains possèdent. Le grand méchant loup, la grand-mère, le petit chaperon rouge, ils n'existent pas dans la réalité. Donc cette histoire est un mensonge qui parle d'un menteur? Ouais. Je crois qu'on peut dire ça. Cette capacité à imaginer, à parler de l'inexistant comme si c'était réel, c'est ça qui nous distingue vraiment. Mais alors, comment cette faculté unique façonne-t-elle nos vies pour le meilleur, mais surtout pour le pire ? Ça, c'est ce que vous ne verrez jamais dans la nature. Comme le serpent-aigle de tout à l'heure, ces images ont été créées par une intelligence artificielle. Sur ces images, ce qu'on ne retrouve pas à l'état naturel, c'est une telle quantité de singes réunis ensemble. Selon la théorie de Dunbar, la taille du groupe social d'un primate est limitée par les capacités de son néocortex. Chez les humains, le nombre maximum d'individus avec lesquels une personne peut maintenir des relations sociales est estimé environ à 150. Pour les autres primates, ce nombre est généralement plus petit. Lorsqu'un groupe de singes dépasse ce nombre, ils ne parviennent plus à cohabiter. On observe alors une augmentation des conflits au sein du groupe jusqu'à ce qu'ils se fragmentent. Mais alors, comment se fait-il que les humains arrivent à se réunir par milliers, par centaines de milliers, voire par centaines de millions en toute fraternité? Ce qui permet une telle communion, c'est notre capacité à croire ensemble en un même mensonge, en une même fiction. Des choses invisibles et intangibles telles que la religion, un univers musical, une idée. Nous chargeons d'émotions et de sens des concepts abstraits qui transforment un simple rassemblement en une expérience puissante et unificatrice. Ce sont ces fictions collectives qui ont permis à l'humanité non seulement de coopérer en grand nombre, mais aussi de construire des civilisations complexes. Là où les singes sont limités par leur interaction immédiate et leur reconnaissance directe, nous pouvons nous mobiliser autour d'idéaux et de rêves. Prenons un exemple contemporain, l'entreprise SpaceX. Comment son fondateur a-t-il réussi l'impossible en surpassant la NASA dans la conquête spatiale? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas grâce à des compétences entrepreneuriales pointues, ni à une gestion d'entreprise exceptionnelle. Non, le véritable coup de maître d'Elon Musk, c'est d'avoir forgé et diffusé un mythe puissant et persuasif, capable d'attirer les esprits les plus brillants. Quand vous tapez SpaceX dans Google, vous tombez sur un site qui vous fait la promesse de faire de l'homme une espèce interplanétaire. Vous pouvez carrément
comment visualiser vos descendants à la fenêtre de leur loft martien, chiffres, visuels engageants, schémas des échanges entre la Terre et Mars, tout est fait pour rendre ce mythe palpable, concret et réel dans notre esprit. A l'inverse, si vous allez sur le site de la NASA, la première chose que vous apprendrez, c'est qu'ils ont été obligés d'étendre les candidatures jusqu'au 16 avril parce qu'ils ne trouvent pas d'astronautes. Pourtant, astronautes à la NASA, ça a l'air cool. Un peu plus bas sur le site, on peut les voir en plein travail, en train d'observer une éclipse. Ah non, mais pas à partir d'une navette spatiale, ni à partir d'un télescope, mais sur Terre. Ils observent l'éclipse avec des lunettes en papier, exactement comme votre tonton GG, garagiste chez Noroto. Imaginez maintenant Tom, un jeune travailleur acharné qui sacrifie tous ses week-ends parce qu'il rêve de devenir astronaute. Il est déterminé à avoir le plus grand impact possible sur l'humanité. D'après vous, est-ce qu'il va profiter de l'immense opportunité de rejoindre la NASA qui a étendu ses candidatures jusqu'au 16 avril, ou est-ce qu'il fonce illico presto taper à la porte de SpaceX? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ainsi, et de tout temps, les groupes d'humains qui dominent sont ceux qui parviennent à créer les réalités fictives les plus fortes. C'est ce super pouvoir qui a permis à l'humanité de conquérir la Terre, c'est ce super pouvoir qui lui permettra de conquérir Mars. Qui se souvient de l'affaire des costumes de luxe offerts à François Fillon? Lorsque l'affaire avait éclaté, deux de mes amis ont failli en venir aux mains. L'un d'eux soutenait que Fillon était un pourri, tandis que l'autre dénonçait un complot visant à le discréditer avant les élections. Le plus perturbant dans leur affrontement, c'était pas leur désaccord en soi, mais le fait que leur dispute n'était pas centrée sur une recherche de vérité ou d'intégrité. Non, ce qui transparaissait, c'était plutôt leur loyauté envers leurs partis politiques respectifs. Le pire, c'est qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. Dans leur esprit, ils défendaient une analyse rationnelle des faits. Pourtant, c'était évident qu'ils sélectionnaient et interprétaient les informations de manière à renforcer leur point de vue, tout en ignorant ou en minimisant les éléments qui pourraient le remettre en question. C'est le revers de la médaille. Si les mythes tels que les partis politiques ont cette capacité à nous faire collaborer en grand nombre, c'est parce qu'ils court-circuitent notre processus de pensée rationnelle sans même que nous en soyons conscients. Nous nous croyons guidés par la raison, alors qu'en réalité, c'est notre allégeance à des croyances partagées qui dictent nos réactions. J'appelle ce phénomène la corruption mentale. La grande question, c'est comment ces mythes font-ils pour s'imprimer dans notre esprit sans notre consentement? Retrouvons Tom, notre jeune homme de tout à l'heure. Dès son premier jour chez SpaceX, Tom est immergé dans l'atmosphère passionnée qui y règne. Chaque projet, chaque mission est un rappel de la promesse d'Elon Musk, faire de l'humanité une espèce interplanétaire. Très engagé, Tom travaille souvent jusqu'à 12 heures par jour. Sarah, sa petite amie, aimerait qu'il passe un peu plus de temps avec elle, même si elle admire son ambition. Passionné par son travail, Tom ouvre même un blog où il partage les avancées de SpaceX et tacle gentiment la NASA, ce qui le rend très populaire parmi les fans de l'espace. Tom devient l'heureux papa d'une petite Julie. Chez SpaceX, grâce à son travail acharné, il progresse rapidement. Son blog, une référence pour les amateurs d'astronautique. Et au fil du temps, l'identité de Tom se confond de plus en plus avec les succès de SpaceX. Julie adore jouer avec son papa, enfin quand il est là et pas enfermé dans son bureau. SpaceX est à présent dans le viseur de Greenpeace. La crise du réchauffement climatique, 9 milliards de bouches à nourrir et les ressources naturelles qui s'amenuisent, pour beaucoup, les milliards dépensés pour coloniser Mars seraient mieux investis dans la sauvegarde de notre propre planète Terre. Sarah, sensible à cette tragédie environnementale et humanitaire, est du même avis que Greenpeace. Elle tente d'en parler à Tom, mais le sujet le met très mal à l'aise. Au fond de lui, Tom sait bien que l'argent investi dans SpaceX pourrait directement profiter à notre planète et aider des millions de personnes. Mais Tom a déjà tellement investi en temps et en image publique que plus ou moins consciemment, il rationalise en se disant que sur le long terme, coloniser d'autres planètes est la seule solution viable pour sauver l'humanité. SpaceXer dévoué, Tom prend même position publiquement sur son blog et utilise son influence pour défendre l'entreprise contre les critiques qui l'accusent. Montée des eaux, vagues de chaleur extrême, perturbations agricoles, perte de la biodiversité, crise de l'eau, le monde va mal. La population s'impatiente vis-à-vis de SpaceX qui crame toujours plus de milliards et n'a toujours pas mis les pieds sur Mars. Mais c'est à ce moment précis qu'Elon Musk annonce Mars One, une mission audacieuse visant à envoyer le premier humain sur Mars. Chez SpaceX, tous les regards se tournent vers Tom. Demain, je sais qui se portera volontaire, plaisante Brian, un collègue de bureau. Les réseaux sociaux s'enflamment
s'enflamme à l'idée de voir Tom se porter volontaire. Chez lui, Julie, les yeux brillants d'excitation, interpelle son père. « Papa, mon verre n'arrête pas de sonner. Alors c'est vrai? Tu vas aller sur Mars ?» Tom, avec un sourire mêlé de fierté et de nervosité, répond « Bah oui ma chérie, bien sûr. Tu sais bien que ton papa a attendu ça toute sa vie. » Dans la cuisine, l'ambiance est moins enthousiaste. Sarah regarde Tom avec une expression mêlée d'inquiétude et de reproche. « Tom, tu as vu le dernier communiqué de la NASA ?» Tom, évitant son regard, rétorque avec dédain. « Quel communiqué? Pourquoi irais-je m'intéresser aux élucubrations de ces clowns de la NASA ?» En réalité, Tom l'avait lu avec attention. Sarah, posée et sérieuse, insiste. Parce qu'il parle des risques réels de la mission. Tu sais bien que la NASA ne publie pas de mensonges. Tom, agacé, hausse le ton. Sarah, c'est incroyable. Tout le monde m'encourage, sauf toi, ma propre femme. Sarah, au bord des larmes, mais la voix ferme, répond. Tom, je te soutiens plus que tu ne le penses. Mais cette fois, il s'agit de ta vie, pas d'une simple expédition. Tom, trop mal à l'aise, coupe court à la conversation. Écoute Sarah, il est tard. Et je dois me lever tôt demain. Au fond de lui, Tom sait bien que Sarah a raison. La mission comporte des risques énormes, mais il est trop engagé pour l'admettre. Ce soir-là, Tom remet aussi en question la pertinence d'aller sur Mars. Et si Greenpeace avait raison? La pression extérieure est intense pour Tom. Que penseraient ses fans, ses collègues et même Julie s'il laissait tomber SpaceX? La pression intérieure est tout aussi forte. Après des années dédiées à la cause, comment pourrait-il se regarder dans le miroir s'il reculait au dernier moment? Après des heures sans trouver le sommeil, Tom rationalise. Il se souvient soudain de cette action de Greenpeace en 2033. Ils avaient mis à la poubelle des tonnes de riz OGM, ce qui avait provoqué une famine en Inde et des milliers de morts, alors que la science a depuis démontré que ce type d'OGM n'avait aucun effet négatif sur notre organisme. Il se souvient aussi de 2034, quand la NASA avait prédit l'échec de SpaceX à faire atterrir une navette sur Mars, dont l'équipage était composé des premiers Optimus Genix. La NASA s'était trompée, la mission de SpaceX avait été un franc succès. Rassuré par ces deux souvenirs, Tom s'endort. Le lendemain matin, avant d'entrer dans le bureau d'Elon, Tom vérifie son holophone et voit une photo de Julie envoyée par Sarah. Tom doute. Mais une fois face à Elon, Tom, les mains moites, accepte la mission. Ce qui est étonnant, c'est qu'une fois que son choix fut officiel, un soulagement presque instantané l'a submergé. Au point que maintenant, il se demande bien pourquoi il a autant hésité. Comment a-t-il pu croire que Greenpeace, ces écolos fanatiques qui font plus de mal que de bien, pouvaient avoir raison? Comment a-t-il pu envisager de céder aux critiques alarmistes de la NASA et aux remarques prétendument bienveillantes de sa femme? Désormais, Tom voyait clair. La NASA, jalouse du succès de SpaceX, cherchait à semer le doute. Quant à Sarah, elle craignait que la gloire ne le change et le pousse vers une autre femme. Tout était clair. Le jour J, Tom ressent une profonde anxiété. Il se dit que c'est sans doute à cause de la centaine de caméras braquées sur lui. Julie est là, Sarah aussi, mais le cœur lourd. La fusée décolle et quitte l'atmosphère sous les applaudissements de millions de fans de SpaceX. Lancement réussi. La navette de Tom atterrit sur Mars, réalisant le rêve, la vision pour laquelle il a tant investi. Mais, quelques secondes après l'atterrissage, le sol martien cède sous le poids de la navette, qui s'effondre et explose. La mort de Tom n'est pas la conséquence d'un choix isolé, mais d'une suite de choix irrationnels, identitaires, chacun imbriqués les uns dans les autres. Est-ce que Tom aurait risqué sa vie s'il n'avait pas défendu publiquement SpaceX contre Greenpeace? Est-ce que Tom aurait défendu SpaceX s'il n'avait pas déjà engagé beaucoup de travail et son image publique? Est-ce que Tom serait devenu SpaceXeur dévoué s'il n'avait pas déjà sacrifié ses week-ends pendant ses études? La réponse est non, 3 fois. L'histoire de Tom nous montre comment nos choix corrompent notre mental, nous mettant sur des routes à sens unique. La série qui illustre ce principe à la perfection, c'est Breaking Bad. Chacun des choix de Walt l'engage un peu plus profondément dans l'immoralité. À la fin, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un vrai pourri, mais personne n'est capable de dire exactement à quel moment les choses ont dérapé. Pour certains, c'est quand il a laissé Jane mourir, pour d'autres, c'est quand il a buté Crazy 8, d'autres encore soutiennent qu'il a basculé dès sa première fournée. Mais il y a un événement qui marque clairement le début de sa corruption mentale, et tout le monde passe à côté. Si vous l'avez, je vous laisse nous l'écrire en commentaire. Première étape, reconnaître le rôle de l'identité dans nos choix.
Notre identité influence profondément nos choix et adhésion au mythe collectif. Comme pour Tom, nos décisions peuvent rapidement nous enfermer sur des chemins unidirectionnels. Il est essentiel de comprendre que nos choix forgent notre identité. Reconnaître ce mécanisme est le premier pas vers l'intégrité mentale. 2. Embrasser la flexibilité des opinions. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On est tous d'accord avec cette maxime. Pourtant, quand on est en désaccord avec quelqu'un, on fait tout pour le persuader qu'il se trompe. Mais pourtant, il est plus sage de se taire, d'écouter et de se mettre à la place de l'autre en partant du principe qu'il a raison. Ainsi, vous verrez bien si ce qu'il dit fait sens. Et même si pour vous, aujourd'hui, ça n'a aucun sens, laissez toujours la porte ouverte aux idées, surtout celles qui vous révulsent le plus. Parce que les idées qui vous révulsent sont celles qui touchent à votre identité. Et donc, ce sont celles qui ont le plus de chances d'être justes. Si Tom avait écouté Sarah plutôt que de fuir la conversation, il se serait rendu compte que la NASA avait raison. 3e étape, détecter et répondre à la dissonance cognitive. Tom qui s'oppose à Greenpeace alors qu'au fond, ils pensent qu'ils ont raison. Tom qui se porte volontaire dans une mission alors qu'il se doute bien que c'est une mission suicide. Tom qui monte dans la navette. À chaque fois, Tom avait la boule au ventre. Ce malaise interne est un indicateur que notre partie rationnelle tente de lutter contre les biais de notre identité. Reconnaître cette lutte interne est crucial pour pouvoir prendre du recul et réévaluer nos positions avant de céder à des rationalisations fallacieuses. Et enfin, cultiver une vraie résilience. La véritable résilience ne consiste pas à se tenir obstinément debout contre l'adversité. Au contraire, il faut savoir réécrire notre récit personnel face à de nouvelles preuves qui contredisent notre position. C'est l'art de renverser la table. Changer radicalement de direction lorsque les faits le justifient. Imaginez une dimension où Tom aurait visionné cette vidéo. Face à la réalité troublante révélée par Greenpeace, Tom refuse de se voiler la face plus longtemps. Il décide de ne plus soutenir aveuglément SpaceX. Déterminé à éviter toute corruption mentale, il révise sa position et publie un article percutant. Tom démissionne. Il soutient que l'idée de coloniser Mars au détriment de la Terre est insensée. Bien qu'il ne regrette pas ses efforts passés, qui étaient justifiés à l'époque, il reconnaît que les nouvelles données imposent un changement de cap. L'annonce provoque un véritable séisme sur les réseaux sociaux. Ses fans le renient et Elon Musk lui-même l'attaque publiquement sur Twitter. Néanmoins, pour la majorité des gens, Tom a agi avec un courage et une intégrité remarquables. Cette audace lui vaut l'intérêt de grandes entreprises de l'aérospatiale. Tom accepte un poste chez Wattec Corporation, un laboratoire de recherche innovant dans le domaine de la fusion froide. Wattec met au point le premier réacteur, offrant une énergie propre, illimitée et quasi gratuite à toute la planète. Saviez-vous que les fils d'ouvriers ont toutes les chances de finir ouvriers et les fils de cadres, cadres ? Pourquoi ? Parce que la corruption mentale prend racine au sein même de la famille. Mais il y a pire. Au sein d'une même famille, certains peuvent grandir en se bâtissant une identité de seigneur, alors que d'autres se voient comme inférieurs, voire insignifiants. Si vous avez trouvé le choix de Tom difficile, imaginez la souffrance d'une personne qui doit s'éloigner de sa famille pour s'émanciper d'une image qui lui a été imposée depuis son enfance. Ici, il ne s'agit pas simplement de modifier une identité forgée à l'âge adulte, mais de réécrire le récit de toute une vie, de remettre en question des croyances profondément ancrées, transmises de génération en génération. Si cette situation vous parle, le point de départ vers l'émancipation se trouve peut-être sur rejet.fr. Il s'agit d'un programme sur 6 jours. Vous y apprendrez notamment à déconstruire les mythes familiaux. C'est 100% gratuit et envoyé directement sur votre boîte mail d'ici 5 minutes.